On a créé à Bordeaux, et c'est pour ça que je suis là, un institut de médecine intégrative et complémentaire. Et on est de nombreux praticiens issus de différentes disciplines. Et ceux qui sont en rouge, là, François Stark, donc qui n'a pas pu venir, moi-même, Cécile Marchal, Emmanuel Mellet, ont fait ce DU. Et donc c'est pour te montrer à quel point les choses sont importantes dans ce levier-là. Et on est en fait en plein on avait les références phénoménologiques, on est dans l'inaction, c'est-à-dire que aller dans les institutions, là où finalement il y a le soin, la souffrance, la vieillesse et la mort, c'est vraiment c'est la dimension éthique de ce qu'on fait. Donc il y a de nombreux praticiens, il y a un professeur de psychologie, une infirmière coordinatrice et un encadrement et un comité consultatif de personnes extérieures dont tu fais partie parce que là aussi on souhaite avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait. Alors ce que je vais vous présenter là, c'est des choses que je peux présenter aux différents institutionnels. Ah, ça bouge pas. Et pourquoi ça bouge pas ? Là, voilà. Et donc, c'est des choses que je vais présenter. J'ai présenté ça à l'ordre des médecins, à l'ordre départemental des médecins il y a un mois. Il y a 5 ans, on était quasiment jetés. Et maintenant, on l'est plus, on est écouté. Et probablement que il y a 2 choses qui ont fait, c'est le Covid et cette ère post-Covid qu'on vit, et aussi tout ce qui est connu maintenant concernant le burn-out des soignants et que vous connaissez parfaitement et qui a été vraiment le levier initial avant d'aller chez les patients, qui a été ce problème on va dire de QVT. Et vous connaissez aussi toutes les actions qui sont faites actuellement autour des approches non médicamenteuses. On en a parlé ici, on a évoqué des noms, dont celui de Grégory Nino, mais vous savez que c'est actuellement en plein essor, que la moitié de la population y a accès ou compte y avoir accès, qui a au-delà de ce recours, aussi des réserves qui sont exprimées. Vous connaissez ces sondages et qui ont créé à la fois un nouveau écosystème autour de ces interventions non médicamenteuses, mais aussi des tensions, des luttes d'intérêts, des implications au plus haut niveau et qui créent actuellement un peu de mouvement, un peu de changement. On ne sait pas trop vers où on va, mais il se passe des choses et je crois que les approches institutionnelles, universitaires sont extrêmement importantes là-dedans. Il y a toute une sémantique aussi qu'il faut maintenant apprendre, en particulier concernant les interventions non médicamenteuses, qui sont considérées comme des méthodes de santé efficaces, personnalisées, non invasives, référencées et encadrées par un professionnel qualifié. Et je crois que le DU est exemplaire de ce point de vue-là. La médecine intégrative, c'est l'association de de la médecine dite conventionnelle. C'est un terme qui est discutable, parce que c'est quoi la médecine non conventionnelle, et est-ce qu'il n'y a pas de non conventionnel, non conventionnel, enfin bon. Et une approche complémentaire dans donc une approche scientifique validée, centrée sur le patient, avec une vision pluridisciplinaire. Ça, c'est une définition qui est proposée par le CUMIC, qui fait partie de ce nouvel écosystème, qui est le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire, qui a créé un nouvel item pour l'internat des futurs praticiens. Alors voilà ce nouveau item, c'est l'objectif 327, donc qui a intégré les études de médecine et la méditation de pleine conscience a sa place parmi d'autres dans ce nouvel item. Le CUMIC aussi commence à proposer des critères d'évaluation de ce que peut être une formation universitaire dans ces approches non médicamenteuses. Et je crois que le DU, 10 ans avant, il qualifiait déjà, en tout cas, les anticiper. Et ce que peut être pour le patient une intervention non médicamenteuse qui soit acceptable et raisonnable.
Ça, c'est un peu, si vous voulez, les véhicules pour nous essentiels de légitimité qui nous permettent d'aller vers nos propres institutions et au-delà des institutions publiques comme les ordres professionnels, par exemple, ou les décideurs. Donc l'IMIC, les missions qu'on avait, c'est coordonner les initiatives dans l'établissement dans le respect de l'existant, promouvoir et fédérer une nouvelle offre de soins basée sur l'hypnose et la méditation. Pourquoi ça? Parce que, et si vous avez ce type d'action dans vos institutions, c'est important d'y aller à plusieurs praticiens et d'y aller avec plusieurs pratiques. On pourra en discuter ensemble, mais pour nous, ça nous a semblé important. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme de levier et qui est beaucoup moins stigmatisant. Et donc, en fait, on a réussi à se retrouver entre les personnes qui pratiquaient la méditation de pleine conscience et qui la promouvaient, les gens les praticiens qui pratiquaient l'hypnose. Et ça m'a permis, moi, de découvrir ce que j'avais vu déjà en DU. Au DU, nombreux d'entre vous venaient de l'hypnose, ce qui m'avait étonné au départ, parce que ça me semblait initialement un peu opposé. Et moi, m'étant formé après, je me suis aperçu que les communautés étaient réelles, à plusieurs titres, et en particulier concernant ces aspects institutionnels. Mais il n'y a pas que l'hypnose et la méditation. Je trouve que nous, on s'est retrouvés comme ça, mais je pense qu'il y a différents moyens de se retrouver autour des interventions non médicamenteuses. Promouvoir et fédérer cette nouvelle offre de soins, ça c'est vachement important parce que vous allez vous rendre compte que dans vos institutions, il y a beaucoup d'initiatives et il faut arriver à les fédérer. Ces initiatives sont parfois très éparses. Promouvoir la recherche, ça c'est essentiel. Dès que vous faites de la recherche autour de et que vous évaluez, que vous validez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes plus écouté. Contribuer à la promotion de la qualité de vie au travail et à la prévention des risques psychosociaux du personnel hospitalier, ça c'est un levier qui est très important, qui a été un levier initial. Jamais on n'aurait été écouté sans mettre ça en avant. C'est-à-dire qu'on va faire, et dans l'esprit des institutionnels, c'est cocher la case QVT. Et leur permettre de cocher la case QVT, pour nous, ça a été un levier important, même si on n'est pas obligé de se faire instrumentaliser non plus. Enseigner et transmettre de manière qualifiée ces approches au personnel soignant, ça c'est un élément extrêmement important, c'est qu'il va falloir aussi le transmettre et le déléguer par plusieurs mécanismes. Et nous, on est rentré dès le départ dans le cadre de la formation médicale continue auprès des médecins. Donc on a créé un programme MBSR Light en 6 semaines et on a très vite investi l'Institut de formation associé au CHU pour permettre aux paramédicaux. Et ensuite, je vous le montrerai tout à l'heure, si on a un peu de temps, c'est pas sûr, on a créé un petit programme pour permettre aux paramédicaux de transmettre la méditation pleine conscience dans l'environnement professionnel, qui est en 5 jours, on leur apprend à faire les 4 méditations piliers du MBSR. Donc voilà, je fais ça, je vous passe parce que vraiment c'est des choses que vous connaissez, c'est des choses que j'utilise. Ça, c'est des données qui sont extrêmement importantes, que vous connaissez, mais qui, vis-à-vis de nos collègues des institutionnels, c'est des choses qu'il faut montrer. C'est juste un titre de conseil. Il faut montrer ce qui est l'evidence-based medicine. Il faut montrer ça. Il faut montrer ça, c'est-à-dire la signature biologique et au niveau du système nerveux central. Et il faut montrer l'evidence-based medicine. À partir de là, les oreilles s'ouvrent un petit peu. Là. Voilà. Et puis il faut faire preuve d'humilité en leur disant oui, mais c'est pas un médicament, on sait ce qu'on fait, il faut que ça soit plus sérieux, etc. Mais tout ça, c'est des choses que vous connaissez et qui font partie, je dirais, c'est le pilier du DU. On fait la même chose pour l'hypnose, donc je vais le passer rapidement, mais on leur dit tout de suite que l'hypnose et la douleur, c'est pas quelque chose
c'est pas du charlatanisme, c'est 85 études, presque 4000 participants, et que les choses sont clairement démontrées. Oui, pardon. Donc l'hypnosédation, je vais vite parce que l'hypnose et l'anxiété, voilà, et pareil, on leur dit que c'est important, il y a des choses qui sont démontrées maintenant, mais qu'il faut faire encore du travail. On a tout récemment introduit la médecine narrative. Il y a une chaire de médecine narrative qui a été créée à l'université de Bordeaux, qui est le premier CHU narratif, même s'il y a eu déjà des précédents au niveau, en particulier dans la région parisienne. Donc ça nous apparaît extrêmement important. Donc méditation, hypnose et médecine narrative avec des communautés qui sont extrêmement importantes. D'abord qui est le soin de soi, hein, vraiment avec je dirais des pratiques quasiment antiques, hein, méditation, mais aussi le soin de soi, la lecture et l'écriture. Et aussi dans le travail de l'attention et de la relation de soins. Donc c'est des choses qu'on développe de manière parallèle. Alors en pratique, on a des consultations d'hypnose. Donc on a un lieu dédié, hein, qu'on a pu créer grâce à du mécénat. Hein, c'est la Mutuelle nationale des hospitaliers qui a donné 200 000 € pour créer ce lieu. On a des consultations d'hypnose pour les patients, mais aussi pour le personnel. C'est-à-dire que le service de santé au travail nous adresse en particulier des situations de douleurs chroniques. On voit à peu près 100 patients par mois. On a des programmes de méditation, essentiellement des programmes MBSR et des programmes basés sur la compassion qui sont le programme MBCL, en raison de la formation des personnes qui le proposent. Et on a des programmes dédiés pour les patients. Moi, personnellement, j'ai fait de la recherche et investigué les programmes pour les patients atteints de maladie de Parkinson. Et une collègue est en train de développer le programme de MBPM, qui est le Brave Fox, pour la douleur, pour se donner d'autres dimensions thérapeutiques. On a en hypnose un DU, on a des modules d'enseignement, c'est-à-dire qu'on a investi les optionnels en médecine, d'un côté de l'hypnose, et de l'autre côté, on a fait un optionnel de méditation-narration. On fait des cours, des journées d'initiation au sein de l'organisme de formation du CHU, et on a réussi à convaincre l'établissement de mettre à l'axe institutionnel le programme MBSR. C'est-à-dire que le programme MBSR, en fait, est payé dans la formation continue des paramédicaux et au catalogue de la formation. C'est-à-dire que les paramédicaux s'inscrivent avec l'accord de leur encadrement au programme MBSR. Et on a fait 10 programmes MBSR pour les paramédicaux par an. Quoi vous dire d'autre? On a un colloque méditation, et tu es venu faire une présentation il y a 2 ou 3 ans, et on a un colloque hypnose par an. L'hypnose, c'est 1700, parce que ça a bien commencé bien avant, ça a plus de 10 ans, c'est 1700 soignants formés au CHU de Bordeaux. Et il y a un groupe de pratique qui s'appelle le groupe Hip Hop. Et en méditation, on a dépassé maintenant 750 personnes formées. C'est-à-dire que quand je dis formées, il faut édulcorer un petit peu. Ça va de quelques journées d'initiation en passant par les programmes MBSR. Et il y a 150 praticiens maintenant, médecins, qui ont fait ce programme en 6 semaines. Qui a lieu entre 13h et 15h, 2 fois par an, pendant 6 semaines.
Bon, on a créé aussi, après, juste à la fin de la pandémie, et après la pandémie, on a créé un espace numérique d'accompagnement et de ressources. C'est-à-dire que les agents, en mettant leur code agent, vont sur le site Internet et ils trouvent les ressources, que ce soit en hypnose ou en méditation de pleine conscience. On a une activité de recherche, ça c'est essentiel, de toute façon ça nous avait été suggéré, dit depuis le début, puis c'était aussi notre ADN. Donc on a eu un programme sur le body scan dans la gestion des états d'agitation dans la maladie de Parkinson hospitalisé. Moi j'ai étudié le projet MPark, c'était MBSR et Parkinson. Ensuite, on a fait un programme co-construit où on a travaillé pendant 1 an avec une dizaine de patients qui avaient fait le MBSR pour construire avec eux quelque chose qui était plus adapté à leur situation. Le projet HypTech, qui est actuellement en cours d'étude, c'est un projet d'hypnose dans les douleurs neuropathiques avec une dimension de téléconsultation, parce qu'on s'est rendu compte que, en termes de démocratie territoriale, là aussi, c'était pas terrible, c'était difficile de venir à l'IMIC, donc il faut que l'IMIC puisse aussi aller vers l'extérieur. Le projet APNES, c'est un programme qui vient d'être financé, c'est une bonne nouvelle de ces dernières semaines, qui va sélectionner 3 maisons de retraite et apprendre l'hypnose et l'auto-hypnose aux soignants et regarder l'effet vertueux au sein de la maison de retraite, avec quelques indicateurs dont je pourrais vous parler. Et on a dans l'idée de promouvoir les projets basés autour de la compassion, et pour l'instant c'est pas encore financé. Donc on essaie de participer à des ouvrages, des publications quand cela est possible pour nous. Et notre projet, eh bien, c'est de continuer ça en s'étendant pour créer un hôpital de jour. En fait, il faut rencontrer les institutionnels, c'est beau, ça demande de l'énergie. Donc, il faut faire venir l'ordre des médecins, il faut faire venir le DG ARS. Et le DG ARS nous avait dit, écoutez, quel est votre business model? La première question, je veux dire, ça calme. Et il nous avait dit, mais de toute façon, vous ne survivrez pas sans l'hôpital de jour et sans l'éducation thérapeutique. Et donc, c'est un tournant qu'on est en train de prendre, qui est créer un hôpital de jour d'intervention non médicamenteuse et insérer le MBSR dans l'éducation thérapeutique. Parce que c'est vraiment là où c'est le plus proche. Donc, on est en train de former toute l'équipe aux 40 heures d'éducation thérapeutique pour pouvoir proposer le MBSR dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Parce que c'est là où ça va devenir cost-effectif, en fait. Donc, si vous voulez lire un peu cette histoire, on vient de la publier dans le dernier volume de la revue Hegel. Et voilà à quoi ça ressemble, notre petit pavillon, à l'hôpital Xavier-Arnozan, et une partie de l'équipe. Et moi, je suis derrière, l'autre monsieur un petit peu plus grand, là, c'est François Stark qui vous dit bien le bonjour et qui n'a pas pu venir aujourd'hui, malheureusement. Je vous remercie beaucoup.